Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, André Gerin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire et député de Vénissieux. On vous retrouve aujourd'hui comme personnage d'une bande dessinée, Le jour où j'ai rencontré Ben Laden, c'est le tome 2. C'est l'histoire de Mourad Benchelali et Nizar Sassi, qui étaient partis en Afghanistan et qui s'étaient retrouvés à Guantanamo. Comment vous avez découvert leur existence? Moi, je sors de l'Assemblée nationale. On est au mois de janvier 2002. Comme d'habitude, je pars en début d'après-midi, je prends le journal Le Monde à la gare de Lyon. Et je découvre que deux gamins de Vénissieux, je dis bien deux gamins parce que nous sommes en 2002, 19-20 ans, et je vois qu'ils sont à Guantanamo. Et je me pose deux questions. Mais qui bourre le crâne de nos gamins? Et comment accepter que deux gamins de Vénissieux soient dans une zone de non-droit? C'était ça ma première réaction. Et à partir de là, je me suis engagé dans cette bataille. On est juste après le 11 septembre. On découvre que effectivement des jeunes de Vénissieux ont été capturés par les Américains au Pakistan, mais qu'ils étaient en Afghanistan où ils ont rencontré Ben Laden. Enfin, en tout cas, ils ont pu le croiser. Et vous dites tout de suite, il faut les faire sortir de Guantanamo, il faut les faire revenir en France. Moi, mon idée, si vous voulez, c'est surtout de dire on ne peut pas accepter à ce moment-là, on est au XXIe siècle, on ne peut pas accepter une zone de non-droit, quel que soit le pays concerné. Donc pour moi, il fallait absolument que Nizar et Mourad se retrouvent entre les mains de la justice française. Donc, et qu'à partir de là, on sache exactement le pourquoi, le comment de ce qui leur est arrivé. Puisqu'ils ont vu Ben Laden dans un camp d'Al-Qaïda en Afghanistan, et qu'a priori, dans leur épreuve, ils se sont rendus compte qu'au fond, le rôle qu'a joué le frère de Mourad, en gros, leur a bourré le mot sur une sorte d'idéalisation d'un voyage, etc., qui s'est terminé à Guantanamo. On sait que vous êtes devenu très critique avec l'islamisme, que vous avez notamment à l'origine de la loi sur l'interdiction du voile intégral. Mais quand on est en 2001, à cette époque-là, vous êtes plutôt réputé pour avoir été un maire qui a fait un certain nombre d'ouvertures vis-à-vis des islamistes. On vous suspecte même d'avoir pactisé avec eux à Vénissieux parce que ça permettait d'apaiser les quartiers. Ça, c'est une interprétation, mais peu importe. Ce qui est important pour moi, années 90, la question que je me pose, et là je dirais d'une certaine manière, c'est un peu, comme je dis souvent de manière caricaturale, c'est un peu le coco cato qui vous parle. C'est que mon idée, c'était comment accepter en France aujourd'hui, pour la deuxième religion, qu'on ait des lieux indignes pour l'islam. La question de l'islam spirituel. Donc à partir de là, effectivement, je suis assez volontariste. Et j'accepte d'ailleurs qu'un congrès de l'Union des jeunes musulmans se tienne à Vénissieux dans les années début 90. J'inscris même dans le programme municipal l'idée d'un lieu cultuel et culturel pour l'islam dans la ville. Mais je dois être honnête avec vous aujourd'hui, c'est que ma prise de conscience avec ces deux gamins de Guantanamo, c'est que je me rends compte qu'il y a des gens qui, en gros, pourrissent la tête de nos gamins. Il y a cet endoctrinement qui existe aujourd'hui. Et pour moi, ma prise de conscience du danger de l'islam politique, de tout ce que représente cet islam politique, eh bien, c'est l'électrochoc de Guantanamo. Et depuis ce moment-là, effectivement, j'ai un discours beaucoup plus clair, beaucoup plus déterminé contre cette idéologie qui pourrit la vie de nos quartiers. Alors la bande dessinée revient sur la bataille que vous avez menée pour les faire revenir de Guantanamo. Ils y sont restés en tout 30 mois. Finalement, vous vous êtes beaucoup appuyé sur Dominique de Villepin dans cette bataille. Si vous voulez l'opportunité, je suis député et Dominique de Villepin, il est au Quai d'Orsay. Et en fait, sur ce sujet-là, il m'a donné plus qu'un coup de main, une aide politique. Par exemple, je suis allé aux États-Unis avec des associations pour essayer de trouver des solutions pour libérer la question de Guantanamo. Et aux États-Unis, j'ai pu rencontrer l'ambassade de France
aux États-Unis, des associations qui luttaient pour la fermeture de Guantanamo, qui est toujours ouvert aujourd'hui. Et je pense que cette bataille avec De Villepin, pour moi, je suis très fier aujourd'hui du résultat, de l'épreuve qu'ont mené Nizar et Mourad. Et je suis d'autant plus fier, au-delà de l'épreuve, ce qui me réjouit aujourd'hui, et je pense en particulier à l'activité que mène Mourad, c'est qu'il travaille contre cette radicalisation, contre cette idéologie qui pourrit encore la vie de nos quartiers et qui s'est aggravée depuis plus de 20 ans. Vous êtes resté en lien avec Mourad Benchelali et Nizar Sassi, justement, depuis leur retour? Je suis en lien, toujours, de manière ponctuelle, on dira. Et aujourd'hui, avec Mourad, on a même l'idée d'imaginer qu'on pourrait faire des choses ensemble. Dans la lutte contre le radicalisme islamiste? Absolument, absolument. Vous êtes aussi en rupture de banc, on l'a dit, avec le Parti communiste. C'est aussi vos prises de position, souvent polémiques, sur la question de l'islamisme. On se souvient que vous aviez demandé l'interdiction du burkini. On se souvient aussi que vous étiez opposé au mariage homosexuel. Finalement, vous êtes un communiste conservateur? Ah non, vous trompez hein, sur le mariage homosexuel. J'ai aucun état d'âme. Ah non. Ah, vous étiez opposé, j'avais lu. Non, pas du tout. Jamais? Non, j'aurais peut-être pas voté si j'avais été député. Mais moi, je suis pour... je n'ai aucun état d'âme sur le sujet. Non, je préfère vous préciser. Vous n'avez aucun état d'âme maintenant qu'il était adopté? Non, non, non. Vous avez dit à l'époque que vous ne le voteriez pas? Pas du tout, pas du tout. Non, non, je n'ai pas aucun problème sur cette question-là. Sauf que je pense que le mariage pour tous... Bon, on retournera chercher les références, mais il me semble qu'à l'époque, vous avez pris une position contre le mariage homosexuel. Donc, je préfère vous préciser que... Que vous n'êtes plus contre? Non, non, j'ai jamais été contre. D'accord. Jamais été contre. Je me serais abstenu si j'avais été député à l'époque, parce que je considère qu'on ne doit pas bousculer les mentalités sur les questions de société. Alors, revenons à la question, je ne me rappelle plus la question, l'autre question que m'avez posée. Je me demandais si vous étiez un communiste conservateur. J'avais donné cet exemple du mariage homosexuel, donc vous n'étiez pas contre, mais vous seriez abstenu, vous n'étiez pas en soutien. Et puis on se souvient de vos prises d'opposition. C'est quoi un communiste conservateur? C'est un communiste qui condamne le génocide stalinien, le génocide maoïste, ou c'est un communiste qui essaye de se dire que l'idée du commun, l'idée du partage, est une idée qui a toute sa force aujourd'hui et qui a constitué plein d'idées qui ont cheminé dans le 19e siècle, et que pour moi, la question du commun et du communisme est une question au cœur de l'actualité. Votre rupture, elle ne se fait pas sur ces questions-là, elle se fait sur l'alliance avec la France Insoumise, l'alliance de la NUPES en mai dernier. Vous êtes finalement un vieil adversaire de Jean-Luc Mélenchon. On se souvient que vous étiez présenté dans la primaire communiste contre lui en 2011. Il y a une vieille rivalité? Si vous voulez, si avoir une orientation gauchiste, défiler avec les islamistes, comme l'a fait Mélenchon en novembre 2019, moi je ne mange pas de ce pain-là. Moi je suis pour le commun. Je suis pour la coproduction. Je suis pour que le Parti communiste redevienne un parti de gouvernement, mais un parti gauchiste ou, je dirais, presque bolchevique, type Mélenchon. Franchement, dans mon expérience et dans mon histoire personnelle, je suis vacciné de ce côté-là. Dernier mot sur Vénissieux. Quand on parle de politique de la ville, on cite souvent Vaux-en-Velin, ou on cite souvent la Duchère comme modèle de politique. Et au contraire, Vénissieux fait souvent figure de contre-modèle. Est-ce que vous estimez qu'en tant que maire de Vénissieux, vous avez raté quelque chose ou que vous avez été incompris? On ne réussit pas tout. Mais vous savez, quand on regarde la région parisienne et le plateau des Maguettes, je peux vous dire que je vais mettre des étoiles. On est un peu les 3 étoiles de ce qui se passe dans la région parisienne. Et la rivalité, entre guillemets, en termes de politique urbanistique avec Vaux-en-Velin, comment vous l'avez vécu? Quelle rivalité? On a toujours présenté ces deux modèles en rivalité, en différence. Oh, il n'y a pas beaucoup de différence. On avait des rivalités politiques, oui, sur des sujets, que ce soit la sécurité, que ce soit l'islamisme, tout ça, oui, nous sommes d'accord. Mais sur la bataille industrielle, sur la question de l'emploi, sur la question de l'environnement, on est quand même Vénissieux, on a 4 fleurs.
c'est une originalité. On fait parler du Gotha français, des villes fleuries en France et embellies en France. Donc franchement, pas d'état d'âme non plus. Et dernière question, on sait que vous êtes au Parti communiste depuis la fin des années 70. Je crois que vous avez suivi tous les congrès depuis 1976. Vous ne serez pas au prochain congrès du Parti communiste, ça ne va pas vous manquer? Oh si, ça va me manquer, mais je suis ça de près. André Gerin, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.